Je voulais réagir avec vous au discours de Poutine, puisque le 9 mai est une date particulière pour la Russie, à l'occasion de laquelle Vladimir Poutine, donc président de la Fédération de Russie, s'est fendu d'un discours en propos liminaire, justement, puisque voilà, vous en avez une application de cette expression que je vous vantais dans une chronique précédente. On a un article du HuffPost, Vladimir Poutine, la Seconde Guerre mondiale. On verra, oui, c'est une ritournelle dans son discours, une obsession au service du pouvoir, et c'est sûr que ça aide de se présenter comme un héros de la Seconde Guerre mondiale, et quelque part, bah oui, ils étaient en première ligne, et sans eux, sûrement que la Seconde Guerre mondiale aurait eu une toute autre allure. Est-il vraiment raisonnable de l'invoquer dans le cadre de la guerre en Ukraine? Je ne pense pas, mais bref, vous connaissez un petit peu mon point de vue. On va regarder à la fois le point de vue, alors c'est plus un point de vue, j'imagine, qu'on qualifierait d'occidental, quoi que ça veuille dire dans le HuffPost, en tout cas pas tellement lécheur de bottes poutiniennes, mais on aura le discours sur lequel on le diffusera intégralement. Pour la rediff, peut-être que j'en mettrai que des extraits. Donc la fête à l'occasion de la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie, un récit instrumentalisé par Vladimir Poutine pour renforcer le patriotisme russe et justifier la guerre en Ukraine. Des centaines de soldats, des blindés, des hélicoptères et même l'avion du jugement dernier. Qu'est-ce que c'est l'avion du jugement dernier? Quel est cet avion de l'apocalypse que Poutine fait voler à Moscou en cas de guerre nucléaire? D'accord, oui, bah, mais il faut se poser un moment, monsieur Poutine, avec l'avion. Comment vous faites? Je ne sais pas. Ça peut être potentiellement un petit peu compliqué. Ça donne un sursis, ceci dit. Ou alors il y a d'autres avions qui vont le ravitailler en vol, mais ces mêmes avions doivent se poser. Bref, ça n'est pas le sujet. Ce lundi 9 mai, la Russie célèbre, comme chaque année, le jour de la victoire de l'Union soviétique, donc sur l'Allemagne en 1945, l'occasion de déployer son arsenal militaire et faire une démonstration de force sur la place rouge, en pleine guerre contre l'Ukraine. La fin de la Grande Guerre patriotique, comme est appelée la Seconde Guerre mondiale en Russie, est un événement extrêmement important dans l'histoire russe. Le président Vladimir Poutine y est pour rien. Il était peut-être un peu jeune à l'époque, voire pas du tout né. Quel âge il a, Vladimir Poutine? Dans les 70 ans, donc c'est mort. Quand Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir en 99, il s'est retrouvé face à un pays démoralisé, certes. Bon, il y avait déjà la chute de l'Union soviétique, la gestion faite par Helsinki n'avait pas satisfait tout le monde, mais il faut se rappeler que Vladimir Poutine est le dauphin de Helsinki. Ou alors, visiblement, dès qu'il arrive au pouvoir, ils osaient faire notamment un truc qu'ils avaient mis en avant sur des archives, qui avait servi à un reportage là récemment, un portrait de Vladimir Poutine. C'est que Poutine, le soir de sa victoire, n'a même pas passé un coup de fil à Helsinki, qui a attendu toute la soirée. Qu'il l'appelle, étant donné que c'était lui l'ancien président qui appelait à voter pour lui. Donc bon, je sais pas, peut-être un petit coup de bigot. Bon, il est sûrement occupé, on verra demain, je vais me coucher. Enfin bref. Donc voilà, un pays effectivement démoralisé économiquement, une espérance de vie qui avait chuté, hein, on se rappelle. Les années 90 ont été une période très chaotique politiquement et économiquement. Il faut trouver de nouveaux repères fédérateurs de la société, rappelle Isabelle Facon, spécialiste des politiques de sécurité et de défense russe à la Fondation pour la recherche stratégique. Pour faire renaître un sentiment national et réconcilier la population avec son passé, il a essayé de trouver des références positives. Il a saisi que la victoire sur l'Allemagne d'Hitler était un élément galvanisant, et oui, forcément, pour la population grâce à la mise en valeur. Mais bon, encore une fois, est-ce que ça a un rapport? Est-ce que dans chaque guerre, tu vas invoquer ce truc-là? Je sais pas pourquoi les chiens aboient dehors, c'est super chiant. Satil va t'occuper d'eux. Grâce à la mise en valeur du rôle de l'Union soviétique, du coup, dans la libération de l'Europe du nazisme. C'est vrai que sur le front de l'Est, ils ont quand même plutôt fait le taf. Cette date du 9 mai est même plus importante que celle du 12 juin, date officielle de la fête nationale. Ah, d'accord, je croyais même que c'était la fête nationale. Et sûrement que c'est un jour férié du coup. Enfin, j'en sais rien, je sais pas comment c'est foutu là-bas. Qui célèbre l'indépendance de la Fédération de Russie. Cela n'a pas toujours été le cas, rappelle Emilia Koustova, maîtresse de conférences en civilisation russe à l'université de Strasbourg. Les premières années qui suivent la fin de la guerre, le régime stalinien puis Khrouchtchev... L'amour de la frite, l'amour de la patate. Merci pour le follow, Sobrello. Puis Khrouchtchev, donc de 53 à 64, font le choix de marginaliser cette célébration. Ils redoutent une concurrence et une contestation du pouvoir de la part de l'armée. Ils n'avaient pas le lead à fond sur l'armée, surtout Staline. Khrouchtchev, on avait essayé de partir sur des strates, un certain dégel. Je sais plus si c'est ça qu'on appelle la perestroïka. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Mais, et d'ailleurs qui n'a pas duré, hein, puisque après le régime s'était redurci, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. On fera une plus longue vidéo un jour sur l'Union soviétique, et notamment on se posera la question, était-elle réellement communiste, pleinement communiste, sans tomber non plus dans
Le sophisme du faux écossais, ah oui, non, c'est pas assez communiste, donc ça c'est pas communiste, parce que ça m'arrange de dire que c'est pas communiste, mais on peut légitimement se poser la question, selon moi, je referme ici cette parenthèse. Un changement s'opère dans les années 60 avec le culte de la guerre qui met en avant le passé glorieux et le sacrifice nécessaire à la victoire. Pendant que la souffrance, 7 millions de soviétiques seraient morts entre 41 et 45, passe en arrière-plan, continue-t-elle. Avec l'ouverture des années 80 grâce à la perestroïka, donc c'était bien ça. Ah oui, mais c'est dans les années 80, donc peut-être que peut-être que je vous disais une bêtise. On reviendra avec plus d'exhaustivité une prochaine fois là-dessus. L'histoire est revue et met en avant des points plus tabous comme le destin prisonnier de guerre, le destin des prisonniers de guerre, j'imagine, ou la collaboration avec le Troisième Reich. Oui, parce qu'il y a pacte de non-agression qui a été brisé par le plan Barbarossa, etc. Mais les générations qui ont connu la guerre continuent à disparaître et la fin de l'URSS achève d'invisibiliser cette mémoire. Arrive Vladimir Poutine. Lui veut remettre l'histoire au centre de son discours. Comme en 1945, la victoire sera à nous, a-t-il répété ce dimanche encore. Il y a toujours eu une manipulation, une instrumentalisation de la mémoire. Celle-ci est fragile et encore plus facile à manipuler quand les personnes qui ont vécu les événements ne sont plus là, pointe Emilia Kustova. Si une personne n'est pas woke, qu'est-ce qu'on peut dire que la personne est fall asleep? Pourquoi pas, non conforme. Le maître du Kremlin, je poursuis, en a profité. Depuis 20 ans, de nombreuses initiatives sont prises pour inculquer une histoire... Non, je n'ai pas d'explication. Ou une histoire officielle, oubliant par exemple les crimes de l'armée rouge. Oui, parce que du coup, il y a même des gens... Parce que par exemple, c'était un truc à l'UPR qui dénonçait à l'époque où j'y étais. C'est oui, en Lettonie, il y a des hommes politiques qui commémorent les Waffen-SS. Et c'est vrai. Et forcément, c'est très très choquant pour nous. Oui. Et alors après, visiblement, c'était... ils voyaient l'Allemagne nazie comme les gens qui les avaient... Enfin, certains, pas l'ensemble de la Lettonie, comme des personnes qui les avaient libérés du joug soviétique. Bon, alors après, pour retrouver quoi derrière, hein. Bref. On ne rentrera pas dans le détail de la politique intérieure historique lettonne, mais ce serait, j'imagine, un sujet pour une toute autre vidéo. Le pacte donc de non-agression germano-soviétique de 1939 qui délimitait des zones d'influence, des sphères d'influence entre l'Allemagne et l'Union soviétique. Notamment le partage de la Pologne comme un gâteau, et à l'époque il y avait des caricatures de ça, où littéralement il se coupait la Pologne en deux, et c'est très exactement ce qui s'est passé, et c'était chaud. Et du coup, ça a justifié l'entrée en guerre du reste des pays. Hein. Pour l'Anschluss, il l'avait pas fait pour les Sudètes, il l'avait pas fait pour l'Autriche. Et à un moment, ils ont dit trop, c'est trop. Un peu trop tard peut-être. Peut-être que le destin aurait été différent, de la guerre aurait été différent. Et merci Borges Grassens pour le follow. Cette nouvelle vision est relayée dans des expositions culturelles, dans les manuels scolaires, mais aussi dans la loi. En 2014, un texte a été voté pour criminaliser la réhabilitation du nazisme, sauf qu'il est très flou et permet de punir par des peines allant jusqu'à plusieurs années de prison tout propos qui s'écarte de la version officielle de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que ce serait un équivalent en plus dur de la loi Guesso? Je ne sais pas. Alors la loi Guesso, c'est pas seulement la Seconde Guerre mondiale, je sais plus. Il me semble que c'est le négationnisme d'une manière générale. Dites-moi dans le chat. Il réprimande aussi la diffusion d'informations sciemment fausses sur les activités de l'URSS pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc si ça fait... C'est quoi des informations sciemment fausses sur les activités de l'URSS pendant la Seconde Guerre mondiale? Est-ce que... Donc c'est toujours selon Emilia Kustova. Est-ce que c'est des choses qui ne correspondent pas au roman national? Glasnost, merci, voilà, c'est ça que je cherchais, Alain Soral, et non pas Perestroïka. Merci pour la précision, on a un chat de gros cerveau. Et en plus, c'est sur YouTube. Twitch, vous faites quoi? Vous laissez YouTube vous mettre la misère comme ça sur la précision? Réveillez-vous, Twitch. Hein. T'as la même chose en Inde, Pakistan avec des SS. Ah bon? Vus comme des héros face à l'impérialisme anglais. Je savais même pas qu'ils étaient intervenus sur ce théâtre d'opération-là. Comme quoi, en fait, on a une connaissance parfois très partielle, en tout cas c'est mon cas, de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Enfin bref, en 2020, Vladimir Poutine est allé encore plus loin. Le référendum lui permettant de rester au pouvoir en s'affranchissant de la limite des 2 mandats consécutifs portait également sur un amendement de la Constitution. Celui-ci proclame que la Fédération de Russie a pour obligation de protéger la vérité historique. La vraie vérité, hein, la pravda. Et interdit de minimiser la signification de l'héroïsme du peuple qui défend la patrie. Donc toujours selon la maîtresse de conférence à Strasbourg, elle dénonce une loi liberticide pour l'histoire, au signal très fort, qui introduit une autocensure de facto.
Après, des fois, est-ce que nous aussi on a de l'autocensure, hein, mais est-ce que des fois il n'y a pas de l'autocensure quand c'est pour faire des appels à la haine ou au racisme? Des fois c'est pas plus mal. Alors ils continuent de le faire, mais par des moyens détournés, hein, comme dans notre pays. Hein. Dire ouais, il faut buter tous les gens de cette ethnie, t'as pas le droit, heureusement. Bon, par contre, il y a des gens qui le sous-entendent, hein. Ah, mais c'est de l'humour, c'est du second degré d'extrême droite. Bien sûr, jusqu'au moment où ils le font vraiment. En fait, Vladimir Poutine resserre la vis progressivement sur l'héritage de la Grande Guerre patriotique. C'est une obsession personnelle, il se sent concerné par cette histoire, il est convaincu de ce qu'il dit. Il pense que la Russie a rempli une mission historique absolue, à sauver le monde et gagner une bataille du bien contre le mal en 1945. Est-ce que ils étaient pas juste moins méchants? Je sais pas, après, est-ce que c'était le bien contre le mal? La victoire du bien contre le mal, on dirait voilà un générique de Bernard Minet dans les années 90. Un sentiment désormais, enfin en tout cas le résumé qu'en fait la maîtresse de conférence. Je ne sais pas si on peut résumer, mais on verra que dans le discours, on est presque là-dedans. On l'écoutera, je l'ai écouté partiellement, mais un petit peu en accéléré, et du coup, on fera un react ensemble où on l'écoutera in extenso. Un sentiment désormais largement partagé dans la population au vu de la propagande active depuis plusieurs années. Jean-Sylvestre Montgrenier, chercheur à l'Institut Thomas More et auteur du Monde vu de Moscou, n'hésite pas non plus à parler d'obsession de Vladimir Poutine. La mythification de la Grande Guerre patriotique est la clé de voûte de sa vue du monde. C'est une religion séculière ou encore une religion politique qui invite les Russes au sacrifice, les y prépare. Elle s'accompagne d'une forme d'idolâtrie de la puissance, analyse-t-il. L'histoire de ce conflit... Est-ce que ça part, ceci dit, l'idolâtrie de la puissance, est-ce que depuis la révolution d'octobre, ça n'a pas toujours été le cas? En 1917, hein, octobre, hein, pas octobre dernier évidemment. L'histoire de ce conflit tel qu'il est vu par Vladimir Poutine n'est pas seulement un message pour les Russes, mais aussi pour l'Occident, ajoute Isabelle Facon. Elle est mobilisée pour redorer le blason du pays au niveau mondial, pour justifier sa revendication d'un statut de grande puissance, parce que ce statut qui était un petit peu menacé fin des années 80, dans les débuts des années 90, et qu'elle retrouve de plus en plus effectivement, que ce soit au niveau militaire, économique, diplomatique, et d'avoir une place à part entière dans le concert européen, en mettant en avant le rôle de l'URSS dans sa victoire contre le fascisme. Avoir une voix au chapitre est d'autant plus important dans le contexte de fortes tensions avec les États-Unis, l'Europe et l'OTAN, notamment sur la question de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. En 2019, par exemple, le Parlement européen a adopté une résolution mettant sur le même plan le nazisme et la dictature communiste qui a provoqué l'ire de Moscou. On n'est pas content là. Ce n'est donc pas un hasard si Vladimir Poutine a multiplié les références à la Shoah pour justifier l'opération militaire spéciale en Ukraine, le nom qu'il donne à la guerre. Vous pensez d'ailleurs qu'il allait proclamer ce 9 mai véritablement officiellement un état de guerre, ce qui, on verra, suspense, je ne vous dis pas si c'est le cas, invoquant son désir de dénazifier le pays et sauver les peuples du Donbass victimes d'un génocide. Encore une fois, cependant, il a une vision tronquée de la situation. Alors c'est marrant parce que oui, il dit oui, un génocide dans le Donbass. Bon, déjà, faudrait le prouver. Zelensky parle d'un génocide lui aussi de son côté. Alors après, est-ce que des massacres, des crimes de guerre, certes. Un génocide, je pense que d'un côté comme de l'autre, là, on est dans des éléments de langage pour faire réagir. On n'est pas dans le cadre d'un génocide. C'est pas quelque chose qui est fondé sur la génétique, le génome, sur la race. Mais par exemple, des Ukrainiens qui sont pro-russes sont tout à fait acceptés et ne sont pas génocidés. Donc, de facto, ça n'est pas un génocide. Et on profite pour rappeler que la déportation n'aboutit pas nécessairement sur un génocide et n'a pas besoin d'aboutir sur un génocide pour être qualifié de déportation. Il faut que ce soit un déplacement de population massif et contre leur gré. Voilà, pour la polémique entre Badmulch et Dioclo. Dioclo, ça reste un poteau. Badmulch, il a fait un peu le connard avec Dioclo, mais c'est quand même Badmulch qui avait raison. Bref. Désolé Dio. Encore une fois cependant, il a une vision tronquée de la situation. Le pouvoir russe instrumentalise à toute force le thème des forces néo-nazis, comme le bataillon Azov. Vous savez, le bataillon qui porte le nom de la mer d'Azov et qui était accusé d'être néo-nazi. Et il y avait effectivement beaucoup d'éléments néo-nazis, surtout au début, quand il y avait quelques centaines de membres. Maintenant, il y a au plus fort, je crois qu'il y en a eu 8000 dans le bataillon Azov. Et là, c'était, de toute évidence, c'était pas tous des nazis. Ou alors, faudrait, je sais pas, le démontrer, quoi. Et d'extrême droite en Ukraine, amplifiant leur importance, accusant le pouvoir ukrainien de complaisance à leur égard. Poutine sait que cela résonne fortement dans l'esprit de la population, espère, sans doute, ailleurs en Europe et dans le monde. Encore une fois, oui, oui, il y a des nazis là-bas, bah oui, il y a des nazis dans tous les pays.
Sûrement que tu as des gens qui ont des techs nazis aussi en Russie, et peut-être des gens proches du pouvoir. Donc est-ce que ça veut dire qu'il faut aller bombarder la Russie? Moi, personnellement, c'est pas la conclusion que j'en ai. Pourtant, on n'aime pas trop les nazis ici, mais bon. Le discours sur la présence supposée de nazis, il y a des chaînes YouTube où ils aiment beaucoup plus ça, n'est pas né en 2022. Et des chaînes Twitch, je sais pas, ceci dit. Sûrement. Emilia Kustova l'a remarqué dès 2014. 2014, hein, bon, ils en parlent pas, mais c'est implicite, l'annexion de la Crimée et le début de la guerre, guerre qui a jamais cessé d'exister, mais qui était une guerre civile ukrainienne avant qu'il y ait une invasion par la Russie qui a, rappelez-vous, pendant des semaines, des mois, massé des forces le long de la frontière et on le sentait venir et moi j'en parlais et puis tout le monde il y aura rien, il y aura rien. Bref, comme pour le Covid. Il y a des fois où je me plante, mais il y a des fois où quand même vous pouvez me reconnaître de pas vous avoir pas vous avoir alarmé pour rien quoi. Et le début de la guerre dans le Donbass et en Crimée, si ils en parlent. À ce moment-là, cet argument a fait surface et le gouvernement russe a établi une analogie. Il se représente comme étant l'Union soviétique de 41 à 45. Il dit « Nous serons dignes de nos grands-pères, nous endossons le même rôle historique, lutter contre les nazis et sauver le monde !» Il est dans un film avec Bruce Willis, plus ou moins. Outre la rhétorique, même sur le terrain, enfin, Bruce Willis ou son équivalent... Vladimir Wileski, je sais pas. Outre la rhétorique, même sur le terrain, Jean-Sylvestre Montgrenier voit un autre parallèle avec la Seconde Guerre mondiale. L'armée russe, comme l'armée soviétique auparavant, est une super artillerie. Son art de la guerre est un pur art de la destruction. Il n'y a pas de savante manœuvre. C'est ce qu'on voit par exemple à Mariupol qui a complètement mangé, complètement les tripes à l'air, la vie, il n'y a plus rien. Enfin bref. Les derniers, alors que ce soit des résistants ou simplement des familles de réfugiés qui n'ont pas réussi à être évacués, s'étaient réfugiés dans des usines qui étaient... ils marquaient même des fois, il y a des enfants comme ça en gros pour que les avions voient marquer, il y a des enfants, ils se sont dit, enfants égale nazi, il faut bombarder. Donc, ou alors, je sais pas, est-ce que c'est un manque de précision de leur artillerie ou est-ce que une volonté de tout détruire? Je ne me prononce pas et suspends mon jugement sur ce point. Donc, ville du sud-est de l'Ukraine, je vous renvoie aux nombreuses chroniques qu'on a faites sur le sujet, sauf que cette fois, le succès n'est pas vraiment au rendez-vous. Donc, on va pouvoir regarder justement ce que dit directement Vladimir Poutine. Et comme vous le rappelle Aurélien, si vous pouvez faire un don, n'hésitez pas, on en a besoin, surtout en ce moment. Si vous êtes encore relativement en début de mois de votre côté. Je sais que des fois, moi j'ai vu des mois où la fin du mois arrivait le 12, hein, donc voilà, je ne présume pas de vos finances, mais à votre bon cœur, monsieur, dame, évidemment. Pour nous encourager à faire plus de live. Et donc voilà, le discours qu'on va couper partiellement, donc si, pour la rediff, étant donné que je sais pas la politique de France 24 sur les copyrights. Donc n'hésitez pas à le regarder le live si vous voulez l'avoir in extenso. Sinon je vous mets le lien et je vous le mettrai à la rediff. Once again, et par contre je vous mettrai les passages pour la rediff qui me sembleront pertinents. Mais nous écoutons tout tant qu'à faire. Alors déclaration de Poutine, là bon c'est plus un appel à son peuple, à... Enfin, c'est pas, ça me semble pas être une analyse factuelle, mais là on est vraiment dans des éléments de langage, on s'adresse à l'émotion des gens. À tout un chacun en Russie. Il n'y a pas une seule famille en Russie qui n'est épargnée par cette guerre. Le régiment des immortels maintenant honore les ancêtres. Ils portent les portraits de leurs pères, grands-pères, des anciens combattants qui nous ont laissés. Nous sommes fiers de cet esprit imbattable. Parce que pas une famille n'a été épargnée par la guerre entre 41 et 45 en Russie, ça, effectivement, ça c'est factuel. Mais alors, du coup, il me semble qu'il y a un moment où il fait une déclaration dans le sens, il n'y a pas une seule famille dans ce pays qui n'est pas derrière nous, qui n'est pas patriote. Enfin bref, j'essaierai de vous faire un arrêt à ce moment-là. Mais bon, là, dans ce cas-là, oui, effectivement, des gens dont la famille n'a pas été touchée, étant donné les dizaines de millions de morts qu'il y a eu, ce serait compliqué d'en trouver qui n'ont pas été touchés, au moins indirectement. Par des proches qui sont décédés. Point important, alors justification de Poutine de ce qu'il ne veut toujours pas appeler une guerre pour le moment, peut-être qu'il dans son discours il finira par appeler ça une guerre, on verra. À une opération de représailles dans le Donbass et en Crimée, à Kiev, on parlait de possibles armes nucléaires et le temps... Alors des représailles dans le Donbass, il y avait une guerre civile encore une fois, mais c'était des guerres de toute façon qui commençaient à s'immobiliser. Quelles représailles il y avait dans le Donbass ? Évidemment, dans une guerre civile, s'il y a un camp qui finit par perdre, ça va un petit peu mal se mettre pour lui.
On imagine bien, mais là c'est faire de la politique fiction. Et une arme nucléaire, je ne sais pas de quoi il parle. L'arme nucléaire, jusqu'à présent, celui qui l'a brandi, c'est quand même l'ours russe. Hein. Approcher de nos territoires. Ainsi, petit à petit, la menace inadmissible pour nous planait au-dessus de nos frontières. Tout montrait que l'opposition à des adeptes de Bandera, à des néo-nazis était inévitable. Je répète, nous avons bien vu le Bandera, je crois que c'est référence Stepan Bandera qui est effectivement un nazi. déploiement de l'infrastructure militaire. Nous avons vu des consultations, des fournitures. Il y a sûrement des gens qui continuent d'entretenir le culte de ce genre de personnes. Hein, mais... d'armes. Et la menace grandissait de jour en jour. La Russie a fait tout pour repousser à titre préventif. Alors là, voilà, la Russie, grande puissance pacificatrice dans le cadre de la guerre en Ukraine. Il faut oser. Hein. Alors après, dire oui, on a essayé d'autres solutions. Les solutions, c'était quoi? C'était de dire ouais, considérer quand même que l'Ukraine, c'est à nous. Ouais, mais tu peux pas dire ça, tu vois. Alors après, est-ce que les Américains massaient des troupes le long de la frontière? J'imagine bien que voir des pays de l'ancien giron soviétique, mais l'URSS c'est fini, il faut se faire une raison, basculer sous le parapluie de l'OTAN, du point de vue russe, ça doit pas être plaisant. Est-ce que ça a une justification pour faire la guerre? Je sais pas, par exemple, il y a eu des fois dans l'histoire, parce que là on est vraiment dans une autre guerre froide hein, qui se réchauffe de plus en plus. The Doomsday Clock is ticking, je sais pas minuit moins combien, mais on était très très proche de minuit aussi à l'époque de la crise des missiles à Cuba. Et là, les mecs, ils avaient quand même mis des missiles nucléaires juste à la frontière des États-Unis. Donc... pour autant, bah alors ça avait donné lieu à une situation très compliquée et la désescalade, heureusement qu'on connaît, même s'il y a eu des moments où potentiellement des ordres peuvent être donnés. Bah, enfin bref, c'était assez compliqué cette période-là. Mais il y a eu, alors c'était pas à l'occasion de la crise des missiles, il y a eu un moment où il a failli avoir, enfin il y avait eu un ordre de lancer un missile pour simplement un misunderstanding, un malentendu. Je sais pas pourquoi le mot anglais me revient avant le mot français. Et donc il y a quelqu'un dans la chaîne de commandement russe qui à un moment a dit non, on n'appuie pas sur le bouton. Et heureusement. Mais ça avait fait se produire. Bref, est-ce que du coup... alors Cuba, ils ont toujours, via la CIA, ils ont toujours tenté d'influencer au maximum ce qui se passait à Cuba, avec plus ou moins de succès. C'est peut-être un des pays où ils ont le moins de succès finalement, les États-Unis. Mais il n'y avait pas eu une déclaration de guerre des États-Unis à Cuba. Là, ça aurait été chaud. Donc pour faire un comparatif. L'agresseur, c'était la seule et unique décision juste, la décision souveraine du pays indépendant. Il ouvre un autre feuillet. Les États-Unis, surtout après la chute de l'Union soviétique, ont commencé à parler de leur caractère exceptionnel, en humiliant non seulement le monde entier, mais également des alliés satellites qui fermaient les yeux là-dessus et qui avalaient tout cela. Mais alors, tu as le droit de considérer que c'est une humiliation, mais là, on est au-delà de l'humiliation quand on est dans le bombardement et le massacre et le crime de guerre. Est-ce qu'on n'est pas passé au-delà de l'humiliation? Je pose la question. Parallèle intéressant du coup proposé par le chat, c'est par rapport à la crise des missiles de Cuba, c'est qu'il y avait eu justement pour résoudre cette crise une promesse des États-Unis de ne plus jamais envahir Cuba après la tentative avortée de 61. Donc il y avait une tentative en 61, mais la crise des missiles, elle était en 62. D'accord, donc c'était pas la conséquence, justement de cette crise. Et débarquement de la baie des Cochons, voilà, d'accord, ok, justement. Et donc, alors ça a été un peu plus succinct que là, cette opération militaire spéciale, en avril 61, et ça a duré 2 jours. C'est pas tout à fait comparable du coup, mais la précision est importante. Sans provocation directe. Alors, et on nous demandait, est-ce qu'il y avait vraiment eu des missiles lors de la crise des missiles? À ma connaissance, oui, mais vérifions. Donc oui, il y avait bien eu des missiles, vu qu'ils les ont retirés. Je le rajoute aussi à la chronique. Si demain l'Espagne colonise... Ah oui, vous êtes toujours là-dessus, le renard qui est en train... J'ai lancé un sous-sujet, une sous-intrigue dans cette chronique. Et regardez la rediff si vous voulez voir les échanges dans le chat, dont vous avez un petit extrait ici. Résultat également de la réécriture de l'histoire. On parle de réécriture de l'histoire.
Et alors, à quel sujet? Sur l'histoire qu'on est en train de vivre, sur l'histoire récente, sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, puisque est-ce que c'est pas invoqué justement comme une sorte de roman national par Vladimir Poutine? Les victimes de la Seconde Guerre mondiale sont bafouées. Nous savons que les combattants... Bah quoi, les victimes sont bafouées? Personne ne minimise l'action de la Russie entre 41 et 45. Bon, elle aurait pu intervenir en 39, ça aurait été sympa, mais bon, et les États-Unis, c'est pareil, on peut leur faire le même reproche. Ils sont intervenus vraiment que trop tard. Les anciens combattants qui voulaient venir ici pour commémorer ce jour n'ont pas eu la permission de se déplacer. Mais sachez que nous saluons et nous rendons hommage absolument à tous les anciens combattants, américains, français et d'autres, des résistants et des partisans. Mais personne, voilà, alors je comprends, c'est une commémoration de cette date du 9 mai. Mais pourquoi être aussi énervé en parlant? Est-ce que tu nous parles vraiment toujours de 41-45 ou est-ce que tu essayes d'invoquer ça par rapport à la guerre en Ukraine? Je sais pas. D'ailleurs, il y avait eu, je sais pas s'il y a eu lieu vraiment, ils voulaient faire des défilés militaires de libération à Mariupol, libération avec beaucoup de guillemets, où là-bas, histoire de se montrer comme les gentils, ils ont commencé à distribuer de la nourriture aux quelques survivants qui restent, hein. Il faut dire ce qui est. Bon, est-ce que des Allemands qui auraient filé de l'argent, qui auraient filé un paquet de pâtes à un Parisien dans le Paris occupé de la Seconde Guerre mondiale, est-ce que l'Allemand aurait été un libérateur? Je ne pense pas. C'est un occupant qui a concédé un paquet de pâtes. Chinois braves, tous ceux qui ont combattu le nazisme, chers camarades, aujourd'hui... Bon, et du coup, je vous remettrai des passages qui me sembleront pertinents. Là, on a un parallèle quand même qui est directement fait, justement, puisqu'il s'adresse aux forces du Donbass. Que se battez main dans la main, et je me tourne vers vous, la milice du Donbass. Vous vous battez pour votre patrie, pour son avenir, pour que personne n'oublie... À la base, leur patrie, c'est l'Ukraine. Il y a une époque où ils étaient dans le giron de la Russie, hein, et maintenant ils y sont revenus. Mais leur patrie, c'était pas censé être le Donbass. En fait, à quel moment le Donbass c'était une patrie? Peut-être eu des moments avec, vous savez, comme nous, on a eu les Bourguignons qui faisaient sécession du reste du royaume de France, qui avaient leur royaume à eux. Il y a sûrement eu des situations quand même comme ça qui ont existé, mais de là de parler de la sécession et de la proclamation, l'autoproclamation d'une république indépendante de patriotisme, je sais pas. On est quand même plus dans les éléments de langage que dans un discours historique. Les leçons de la Seconde Guerre mondiale, pour qu'il n'y ait pas d'exécutants sur place. Aujourd'hui, nous chérissons la mémoire éternelle de tous ceux qui sont tombés. Les fils, les filles, les maris, femmes, les sœurs, les proches, bon, bref, toute la famille, les grands-pères et les grands-mères. Nous nous inclinons devant la mémoire de tous ceux qui sont tombés, qui ont été brûlés vifs à Odessa en 2014, devant les civils du Donbass qui sont tombés. D'accord, donc alors, qui a été brûlé exactement? Sûrement qu'il fait référence à quelque chose qui a véritablement existé, mais il y avait une grosse partie de la Crimée qui était, c'est pour ça qu'en fait il a organisé un vote, parce qu'il savait que ce serait un plébiscite. Donc ça s'était fait sans trop de difficultés à l'époque, et il n'y avait pas eu véritablement de réaction de la communauté internationale, ni même une dénonciation de ce vote. Alors une dénonciation sur le fait d'organiser ce vote et d'annexer la Crimée, qui avait été donnée comme cadeau sous l'URSS à l'Ukraine, mais l'URSS qui avait l'Ukraine dans son giron, pour elle ça changeait rien du coup à la chute de l'URSS. Voilà, on va pas refaire toute la parenthèse sur la Crimée vu qu'on en a déjà parlé, mais du coup, voilà. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi des gens qui, en Crimée, n'ont pas vu ça d'un très bon œil, ce rattachement direct à la Russie? Sûrement que c'était le cas aussi. Par contre, eux, on n'en parlera pas, j'imagine. Tous les tirs des néo-nazis. Nous nous inclinons devant les compagnons d'armes qui sont morts dans ces combats justes pour la Russie. Je vous invite à observer les minutes de silence. Minute de silence. Cardiac qui nous dit: oui, Odessa 2014, les fachos ont mis feu à la maison des syndicats, 50 morts. D'accord, ok. Effectivement, ça faut le dénoncer. Alors après, est-ce que ça justifie est-ce que ça
constitue une justification a posteriori de l'annexion de la Crimée? Je pense pas. Mais bien sûr, toujours avoir une victime pour les gens qui ont été brûlés alors qu'ils avaient rien fait. On a fait payer à une nation, nous dit Louis Tordan. On s'est pas vengé sur des civils. Ah mais là tu fais référence, oui, t'es toujours dans ta discussion avec le renard. D'accord, ok, je comprends mieux. Alors quand même, je pense que petit arrêt sur ce moment du discours. Personnel médical, les infirmières et les infirmiers pour leur dévouement. Oui. Je m'incline devant vous pour vos efforts de défendre et de sauver les vies à vos risques et périls. Alors les infirmiers et les infirmières, mais avant il avait pas dit. J'ai signé aujourd'hui le décret en ce sens. Je salue les soldats et les officiers qui sont blessés. Je remercie. Ah d'accord, oui non, je croyais qu'il incluait les soldats et les officiers, parce que les soldats et les officiers, leur boulot c'est pas tellement de sauver des vies. Ok, d'accord, pour les infirmiers et les infirmières, c'est un petit peu leur boulot s'ils ont prêté serment d'Hippocrate, effectivement. On a une image, oui c'est une démonstration de force. Alors après, tous les pays ont des dates auxquelles ils montrent un petit peu les muscles. Nous c'est le 14 juillet, on fait défiler les chars à Paris, alors que bon, d'ordinaire ils sont plutôt à Olivet sur le coup, à côté d'Orléans. Je le sais puisque j'ai fait un reportage dans cette caserne. Et là, du coup, bien aligné avec voilà, les rangées blanches, les rangées avec les bérets verts. Ça montre un petit peu plus les muscles, je trouve, qu'un 14 juillet, ceci dit. En même temps, on est en temps de guerre. On est en temps de guerre, mais Poutine ne veut pas le dire. Voilà, il nous reste moins de 2 minutes de discours. Alors, à moins que ce soit le décret dont il parle, mais je pense qu'il l'aurait explicité. Et je pense que ça aurait été repris par toutes les rédactions s'il avait proclamé officiellement la guerre, même si de facto elle existe déjà. La grande guerre patriotique, qui ont vaincu le nazisme dans la guerre, le parallèle pour la fin. Ils nous ont donné une leçon des vainqueurs et nous allons à tout jamais suivre leur exemple. Gloire à nos troupes bienveillantes. Gloire à... Alors, nous allons suivre leur exemple. Est-ce que vraiment ils sont en train de suivre leur exemple? C'est-à-dire que entre 41 et 45, c'est bien parce que le pacte de non-agression avait été rompu et que Hitler attaquait directement l'URSS. Mais là, on n'est pas du tout dans cette configuration. Qui est l'agresseur? On peut reprocher plein de trucs au niveau géopolitique américain, mais l'agresseur, même s'il n'y a pas de guerre qui a été proclamée, ça reste quand même eux. Donc la comparaison me semble vraiment erronée. Et donc voilà, ils vont finir par un hurrah général avec de tous les soldats. À la Russie et gloire à la victoire. Hurrah! Et par l'hymne de la Russie. Alors je voulais vous montrer les commentaires aussi. Un discours à la mémoire de ceux qui ont souffert en 45. Paix, amour à toutes les nations du peuple. Bon, celui-là, on ne peut qu'y souscrire. Ok, bon, à part le thé à la fin de discours, évidemment. Très beau discours. Vous en avez pensé quoi? J'ai trouvé ça très flou, très vague. Et on attendait, ce qu'on attendait n'y était pas. À savoir la déclaration de guerre officiellement. Mais par contre, c'était fortement suggéré des parallèles entre la situation contre l'Allemagne nazie. Donc voilà, en fait, en creux, ce qu'on nous dit, c'est que l'Ukraine, c'est l'Allemagne nazie. Est-ce que ce monde est sérieux? Très beau discours. Donc, il a fallu 27 millions de morts du côté russe pour nous délivrer. Ne les oublions pas, ne les oublions jamais. Ok. Même les ancêtres russes bénissent cette fête. Vous allez enfin chercher des trucs qui critiquent un petit peu Poutine. Pourtant, c'est France 24. Hein. France 24, c'est pas pro-Poutine. Bon, ça tend vers la neutralité sans y être, évidemment, parce que tous les médias sont orientés, eux aussi. Alors, ils seraient plus orientés anti-Poutine que pro-Poutine. Magnifique discours, avec les mains jointes. La Russie, une grande nation, elle a un grand président qui s'est resté digne et réconforter son peuple, agir pour le bien des Russes. On n'est pas tellement dans l'anti-poutinisme. Je soutiens la Russie, merci pour ce discours touchant. Mister le président, oui parce que c'est M, l'abréviation, hein. MR c'est l'abréviation anglaise. Mister le président au peuple russe. Capo di tutti. Pourquoi pas, je ne sais pas ce que ça veut dire. Tutti, ça veut dire tout. 8 Turcs en provenance de... Bon, ça a l'air juste d'être hors sujet, ok. Vive Vladimir Poutine, vive la grande Russie, vive le grand et puissant blanc. Le grand et puissant blanc? Ah bon? Hurrah, lion des lions, nous dit Moussa Boli. Là, j'ai juste pas compris. Est-ce que Vladimir Poutine est un lion? J'ai la chair de poule quand j'écoute Mister Président Vladimir Poutine. Merci pour cette leçon de géopolitique sur l'histoire. Ah donc en fait, t'as besoin d'appel à l'émotion pour comprendre. Ça fait partie du programme scolaire. Hein. T'étudies ça au collège, hein, je crois, de mémoire. Hein.
Bravo à l'interprète. Bon voilà, un message neutre. Qu'est-ce que j'aimerais avoir un président comme lui? Vive l'armée russe! Un message clair, précis, limpide. Clair, on est juste dans le flou, hein, qui résume la vérité historique telle que la connaissent les vrais intellectuels et les hommes honnêtes et de bonne foi, contraire aux discours réformateurs et déformateurs que nous font passer les médias mainstream de l'Occident en collectif. Donc la Russie dit la vérité, nous c'est que des mensonges, ça donne envie d'être russe, quelle fierté honore ce pays, la vraie Europe. Est-ce que ça ne vous inquiète pas que, en fait, on n'est pas genre sous la chaîne de Papacito ou un truc comme ça? On est dans la chaîne de France 24. Alors bah c'est bien France 24, bon ils sont peut-être orientés, mais en tout cas ils font pas spécialement de ménage dans leurs commentaires. Et bah c'est bien, hein, voilà, mais justement ça nous montre bien, on a vu que des messages pro-Poutine. Tout est dit, hurrah, impressionnant, gloire au soldat de la victoire. Beau pays fier et fidèle à ses valeurs, merci Mister Poutine, donc tout le monde fait la faute sur l'abréviation. J'adore ce monsieur, vraiment. Ok, bon bah peut-être il aime l'humain, je ne sais pas pourquoi, mais l'humain a pas l'air d'être super sympathique, hein. Parce qu'il y avait peut-être des dictateurs qui étaient pris. Alors là, je dis pas, ouais, c'est un régime autoritaire. Est-ce qu'on est dans une dictature? Chacun mettra la nuance qu'il veut. Que Allah bénisse la Russie. Et, il peut pas bénir tous les autres pays aussi. Tout ça, c'est les Américains pour pouvoir affaiblir Russes et vient à la première position. What? Hurrah, hurrah! Voilà, donc l'appel à l'émotion a bien fonctionné. Je vous laisse évidemment le lien ici et je vous le laisserai dans la rediffusion qu'on en fera. Bah voilà, un discours qui était pas vraiment, enfin, on peut le dire que ironiquement du coup. C'était vraiment très intéressant. Il n'y avait pas grand chose, ouais, c'est nous qu'on était les gentils dans la Seconde Guerre mondiale et c'est nous qu'on est les gentils aujourd'hui. Les Américains, alors il y avait une petite, il y a un moment, j'ai pas fait d'arrêt sur image, enfin sur ce passage, d'arrêt sur passage pour la rediff, mais il y avait un moment où ils disaient oui, les Américains, ils nous ont contraints à déclarer, enfin à faire cette opération militaire spéciale à cause de l'OTAN. Nous, on a prévenu, on a essayé d'être pacifiste. Enfin voilà, position qui est quand même un petit peu difficile à défendre, hein, et il y aurait énormément de choses à reprocher géopolitiquement aux Américains, sûrement même plus qu'aux Russes, hein. Ceci dit, bah, en tout cas dans le cas de l'Ukraine, ils l'ont pas envahi militairement. Est-ce qu'on peut quand même rester sur cette take? Public Sénat qui a publié Ukraine, pourquoi l'armée russe piétine-t-elle? Ah bah écoutez, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Merci d'avoir suivi cette rediff, abonnez-vous, likez, commentez, partagez et faites des dons.